Ils ont compris que pour être adoptés, ils devaient s'égyptianiser. Il mourrait en égyptien. Ils devaient porter l'uniforme, utiliser les hiéroglyphes, et le plus important, c'est qu'ils ont adopté les croyances égyptiennes de la vie après la mort. Cela nous apprend beaucoup de choses à propos de la dynastie de Cléopâtre. Mais pour percer les mystères de la reine, il va me falloir plus qu'une belle momie. Zahir Hawass me dit que la dynastie de Cléopâtre a construit plusieurs temples dédiés aux dieux égyptiens dans le sud de l'Égypte. J'en apprendrai sûrement davantage sur Cléopâtre en m'y rendant. Je vais peut-être y découvrir une nouvelle vision de la reine. Je quitte le Caire et pars vers le sud, au cœur de l'Égypte. Je suis en Haute-Égypte. Ce que j'aime chez les Égyptiens, c'est qu'ils savent faire une belle entrée. Je me trouve au temple d'Edfou, construit par les ancêtres de Cléopâtre au IIe siècle avant Jésus-Christ. J'espère qu'il va me dévoiler des secrets sur Cléopâtre et le monde qu'elle a dirigé. Mais je vais avoir besoin d'aide pour déchiffrer les inscriptions murales. Professeur El-Damati, bonjour, Josh. C'est pourquoi j'ai demandé au docteur Mamdou El-Damati, professeur en égyptologie, de me faire visiter. Il va pouvoir m'aider à comprendre les hiéroglyphes. Bel endroit, hein? C'est un beau temple, et l'un des plus importants de l'époque ptolémaïque. Mamdou El-Damati me raconte que la religion était capitale dans l'Égypte antique. Les Ptolémées s'en sont servis pour dominer leurs sujets égyptiens. Ce temple en est le parfait exemple. Edfou a été construit en l'honneur du dieu faucon Horus. Les Égyptiens de l'époque croyaient que les pharaons étaient la manifestation physique d'Horus sur Terre. En s'apparentant à Horus, les Ptolémées prétendaient qu'eux aussi étaient des dieux, et qu'en tant que dieux, ils avaient le droit de régner sur le peuple égyptien. Edfou est également le lieu où les prêtres égyptiens ont archivé leurs traditions et événements historiques les plus importants directement sur les murs. Mamdou El-Damati veut me montrer une inscription particulièrement intéressante. Ils écrivaient tout sur les murs? Oui, et regardez ici. Une inscription qui suggère que la stratégie ptolémaïque pour dominer le peuple n'a pas toujours fonctionné. Ce texte parle d'une rébellion. Et ce ne fut pas une petite rébellion. Elle a duré pendant le règne de 2 pharaons, entre 205 et 186 avant Jésus-Christ. Cet âne signifie la rébellion? Est-ce que les rébellions étaient fréquentes? Très fréquentes. Ah oui? Oui. Ces hiéroglyphes nous prouvent qu'il y a eu plusieurs tentatives sporadiques égyptiennes pour renverser les dirigeants grecs. Lorsque le roi est représenté, il y a toujours les 2 cartouches du roi. Ce nom nous dit qui c'est? Oui. Lorsque la rébellion a commencé, ils ont arrêté le travail qu'ils avaient commencé ici. Ils ont arrêté d'inscrire des hiéroglyphes et ont laissé ce cartouche vide. Parce qu'ils ignoraient qui gagnerait la rébellion. Tout à fait. Ça pouvait être le roi à Alexandrie ou les rebelles ici. C'est pareil là-haut, ils n'ont rien inscrit du tout. C'est la même chose. D'après le professeur Mamdou El-Damati, la position des Ptolémées était précaire. Ils étaient avant tout des dirigeants étrangers qui gouvernaient une civilisation antique très fière. La menace d'une rébellion était constante. C'était la même chose pour Cléopâtre. Le peuple pouvait se rebeller contre elle. Tout à fait. Je commence à comprendre. Ces informations me donnent une idée des pressions auxquelles la reine Cléopâtre a dû faire face. Mais nous sommes dans le temple de ses ancêtres. Il est temps de nous rapprocher d'elle. Je vais entrer dans les entrailles d'une crypte antique, à la recherche de la véritable Cléopâtre et des secrets de son règne. J'essaie de déchiffrer un mythe pour découvrir la vraie Cléopâtre. Elle fut la dernière dirigeante de la dynastie grecque à adopter les traditions des pharaons égyptiens pour dominer le peuple. Mais au temple d'Edfou, j'ai découvert qu'il y avait eu plusieurs tentatives violentes pour les évincer du pouvoir. Les rébellions étaient fréquentes? Très fréquentes. Ah oui. Mais je sais toujours peu de choses à propos de Cléopâtre. Quel genre de chef était-elle?
Comment arrivait-elle à gérer les menaces contre son trône? Le professeur Mamdou El Damati m'emmène dans un périple qui va sûrement m'éclairer. Nous quittons Edfou pour parcourir 110 km en remontant le Nil, en direction d'un temple construit pour Cléopâtre, le temple d'Andera. Pour y arriver, nous montons dans un bateau traditionnel, la Felouk. Ce moyen de transport est très relaxant. Mamdou El Damati en profite pour me donner des détails sur l'histoire de Cléopâtre. À Cléopâtre. À Cléopâtre. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? On a déjà parlé de sa famille, la dynastie ptolémaïque. Parlez-moi d'elle et du moment où elle a pris le pouvoir. Elle était jeune, intelligente et maligne. Cléopâtre n'avait que 18 ans lorsqu'elle est devenue reine. À cette époque, le puissant empire romain gagnait du terrain et progressait dans ses conquêtes. L'armée romaine contrôlait un territoire de près de 3,5 millions de kilomètres carrés, de l'Europe de l'Ouest à l'Asie mineure. La force conductrice de cet empire était un homme de 52 ans, Jules César, l'homme le plus puissant de cette époque. Cléopâtre devait gagner le soutien de César si elle voulait conserver son trône. Et c'est exactement ce qu'elle fit. La rencontre avec Jules César est l'un des épisodes les plus incontestables de la légende de Cléopâtre. En l'an 49 avant Jésus-Christ, César vient en Égypte pour percevoir un versement. Enroulée dans un tapis, Cléopâtre s'introduit dans la tente de César. En une seule nuit, elle réussit à l'emporter sur le dirigeant du monde connu et sur l'homme lui-même. Le résultat de cette relation est un enfant nommé Césarion. Il est le premier et unique fils naturel de César. Une jeune femme de 21 ans réussit à pénétrer dans la tente de l'homme le plus puissant du monde? Oui. C'est vrai. Personne ne sait si ça s'est réellement passé ainsi, mais ils ont eu une liaison. C'est une manœuvre politique très astucieuse. À seulement 21 ans, Cléopâtre a négocié une alliance internationale majeure avec le seul homme capable de protéger son trône. Mais comment une jeune reine a-t-elle réussi à mettre au point un plan aussi brillant? C'est beau. Oui, c'est d'Andera? Oui. D'après Mamdou El Damati, une partie de la réponse se trouve à notre prochaine destination, le temple de Dendera. Les constructions du bâtiment principal ont débuté sous le règne du père de Cléopâtre, Ptolémée XII. Mon guide m'emmène dans un lieu spécial. On descend? Oui. La crypte. C'est génial. C'est un peu étroit. Regardez cette scène. C'est pour voir cela que nous sommes descendus. C'est le père de Cléopâtre, le roi Ptolémée XII. Je me trouve maintenant nez à nez avec le père de Cléopâtre. Et il y a de fortes chances pour que la reine ait marché dans ses couloirs. Pendant sa dernière année, il a co-régné avec sa fille Cléopâtre. Ils ont régné ensemble? Oui. Pendant combien de temps? Une année, la dernière de son règne. Cléopâtre a été préparée à devenir pharaon. Elle a appris à devenir pharaon et elle s'en est bien sortie. Ah oui? Elle a bien appris. Le professeur El Damati m'explique que Cléopâtre a ingénieusement conquis le cœur des Égyptiens. La clé de son succès réside sûrement dans sa parfaite compréhension de la langue et de la religion égyptienne. Cléopâtre s'identifiait à la déesse Isis. En incarnant la déesse la plus populaire de l'Antiquité égyptienne, Cléopâtre gagne le cœur de son peuple. C'est la seule reine ptolémaïque qui a appris la langue égyptienne. Elle avait déjà le pouvoir en tant que pharaon, mais le fait d'avoir le peuple derrière elle lui conférait davantage de puissance. Oui. En assimilant les leçons des 300 ans du règne ptolémaïque, Cléopâtre a appris à maîtriser l'art des relations publiques. Alors que Cléopâtre avait séduit son peuple ainsi que l'empereur romain, le ressentiment envers Jules César et la reine égyptienne couvait à Rome. En l'an 44 avant Jésus-Christ,
la situation explosa soudainement. César fut assassiné. Il reçut des coups de poignard mortels sur les marches du Sénat à Rome. Nous ne saurons jamais si la jeune reine pleura la perte d'un amant ou d'un allié. Mais un indice à Dendera suggère que son ambition à régner sur le monde resta intacte. C'est une pièce de propagande commanditée par la reine elle-même. Qu'est-ce que cela raconte? C'est la scène principale de Cléopâtre et de son fils Césarion. Cléopâtre est illustrée debout derrière le fils qu'elle a eu avec César, Césarion. Elle le proclame comme le futur dirigeant de l'Égypte. Pas seulement en tant que pharaon, mais en tant que roi des dieux de l'Égypte. Elle fit une déclaration officielle. Césarion est le fils de Jules César et son héritier légitime. Il faut que j'aille à Alexandrie? Oui, allez-y. Elle aurait pu s'effondrer après la mort de César. Au lieu de ça, elle prétendit, à travers son fils, au trône des empires égyptiens et romains. C'était une femme ambitieuse. Alors pourquoi s'est-elle finalement suicidée? Pour le découvrir, je dois me rendre à la capitale de l'Égypte au temps de Cléopâtre, Alexandrie. Je vais errer dans les souterrains à la recherche du palais de Cléopâtre. Je suis les traces de la reine Cléopâtre en Égypte, afin de découvrir la vérité qui se cache derrière la légende. Je sais déjà qu'elle était une grande dirigeante. Elle a appris le dialecte de ses sujets et adopté leurs croyances religieuses. Sa propagande nous apprend que Cléopâtre était une femme ambitieuse et déterminée à manipuler Rome. Elle voulait devenir la reine la plus puissante de l'Antiquité. Il est temps d'entrer au centre de l'empire de Cléopâtre et de comprendre comment tout s'est écroulé. Je retourne à Alexandrie, le siège de la dynastie de Cléopâtre en Égypte. Du Caire, le voyage par le train dure 2 heures, ce qui me laisse largement le temps de peaufiner mes recherches. Après le meurtre de César, Rome dut affronter une crise. 2 hommes se partagèrent le pouvoir et divisèrent l'Empire. Octave, héritier testamentaire et neveu de César, reçut le contrôle des provinces de l'Ouest. Et Marc-Antoine, loyal général de César, hérita des domaines de l'Est. Cléopâtre se retrouva alors sans alliés. César ne fit aucune mention à son fils naturel égyptien Césarion. Sans le soutien de l'Empire romain, sa position en Égypte et ses grandes ambitions ne pouvaient que s'effondrer. Une fois de plus, la légende de Cléopâtre relate une terrible entreprise de séduction. Ayant perdu son protecteur, la reine âgée de 25 ans jeta son dévolu sur Marc-Antoine. Elle organisa une rencontre théâtrale et ils tombèrent amoureux. La réalité est sûrement beaucoup moins romantique. Cléopâtre avait besoin de Marc-Antoine pour protéger ses intérêts contre l'extension de l'Empire romain. Mais Marc-Antoine allait lui aussi y trouver son compte. Le jeune général était un chef populaire et séduisant, mais sa place à Rome dépendait de sa capacité à gagner des guerres pour son empire. Et pour cela, il lui fallait de l'argent. Cléopâtre était alors une reine très puissante, à la tête des villes les plus riches du bassin méditerranéen. Nous voici à Alexandrie, la capitale de la dynastie ptolémaïque et le siège du pouvoir au temps de Cléopâtre. Construite au bord de la Méditerranée en 332 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, c'était l'une des villes les plus grandes et les plus influentes de son époque. C'était le New York de l'Antiquité. Un centre prospère pour le commerce international et la navigation. Le palais d'une grande reine ingénieuse devait être époustouflant. Mais trouver des preuves risque d'être compliqué. Au cours des 20 derniers siècles, la plus grande partie de l'ancienne métropole a disparu sous une ville moderne de 5 millions d'habitants.
Je vais à la rencontre d'un archéologue qui va pouvoir m'éclairer. Cela fait plusieurs décennies qu'il met à jour l'ancienne Alexandrie, bien en dessous des rues de la ville moderne. Ces escaliers sont l'entrée du monde souterrain. Je vais rejoindre le professeur Jean-Yves Empereur du